Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui on a vraiment beaucoup de choses à voir également, hein. Donc là c'est vrai que ça fait 2 semaines, j'enchaîne des vidéos qui sont vraiment plus longues que d'habitude, mais je pense que la période aussi s'y prête très bien. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des projets crypto, notamment alors, d'abord du Bitcoin. Je vais vraiment faire un gros focus aujourd'hui exceptionnellement sur le Bitcoin, parce que, eh bien, la période, hein, est assez compliqué, on va dire, émotionnellement. Alors, je vais vous présenter ce que je ne fais pas d'habitude, des indicateurs on-chain notamment. Donc, on va parler de plusieurs indicateurs que je vais vous présenter en même temps. Peut-être que vous les connaissez sûrement déjà, mais c'est toujours bien d'avoir vraiment une panoplie d'éléments pour voir un petit peu sa position personnelle sur la suite des choses sur le marché. Parce qu'effectivement, ça a corrigé là, de bien 20-30% sur les crypto-monnaies en seulement une semaine. Donc c'est vrai que ça fait mal au cœur d'en avoir son portefeuille crypto dans le rouge. Mais en même temps, est-ce que c'est la fin? Tout le monde se pose cette question. Donc moi, je vais vous donner mon avis personnel. Alors c'est vrai que je ne suis pas un conseiller financier. Ni en investissement, je n'ai pas de boule de cristal, je le rappelle, je ne suis pas un devin, je n'ai pas possibilité de lire la pluie, le beau temps, hein, voilà. Comme vous savez, je vais vous donner mon analyse personnelle, je vais vous présenter comme d'habitude, vous connaissez la formule, des éléments très précis, la suite la suite les uns après les autres. Vous connaissez la formule, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc, on va voir tout ça. On va parler bien évidemment des projets comme VeChain, Ondo. Je vais reparler un petit peu du VVVert, parce qu'il y a des éléments qui sont ressortis avec VV Digital Collectibles et également XRP et Ripple, où là aussi c'est très intéressant ce qui se passe actuellement. Voilà, on enchaînera ensuite sur l'actualité crypto et également économique, où là aussi ça déménage sévère, hein, que ce soit au niveau outre-Atlantique ou en Europe. Bon, donc c'est parti. La vidéo, je pense, va durer un moment également. Ça fait une semaine ou deux. C'est vrai que ça dure plus longtemps, hein, les vidéos. Je m'en rends compte. Mais la période, voilà, je vous rappelle, hein, vraiment complexe en ce moment. Donc ça s'y prête très bien, comme je vous l'ai dit. Bon, allez, si vous êtes chaud, hein, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout si vous voulez. Et puis, allez. Donc on va commencer par le fameux rapport de Farsight Investor sur les ETF Bitcoin Spot et regardez, on est sur une semaine de massacre. Ah, là pour le coup ça a été vraiment massacre à la tronçonneuse puisqu'on n'a pas eu une seule journée de la semaine qui a été dans le positif, tout est dans le rouge, hein, vous le voyez, c'est vraiment un bain de sang. Nous étions à 39 milliards il me semble la semaine dernière de dollars injectés sur le marché des ETF Bitcoin Spot et aujourd'hui nous sommes retombés à 36,9 milliards de dollars. Donc ça a été un bain de sang, mais on reste quand même sur des... c'est ça qu'il faut voir, donc toujours l'importance de dézoomer les choses et de ne pas s'arrêter sur le court terme. Parce que vous voyez, on est quand même toujours à 36,9 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot, c'est qu'il est toujours 2 fois plus que le marché de l'or sur les ETF or, par exemple. Et nous ne sommes qu'à un an là, du lancement des ETF Bitcoin. Donc, on reprend un peu les perspectives et je vais vous expliquer pourquoi je vous prépare déjà à cet aspect-là des choses. C'est parce que personnellement, je vous spoil déjà, hein, je suis convaincu on n'a jamais été aussi bullish dans le marché des crypto-monnaies, en tout cas moyen et long terme. Après, court terme, on ne sait pas. J'ai pas de boule de cristal, je suis pas expert trading, voilà, donc je ne peux pas vous dire si dans la semaine prochaine le Bitcoin va atteindre tel sommet, tel ou tel plus bas, si possible. Mais en tout cas, une chose, je suis convaincu et je vais vous dire pourquoi et comment. Je suis convaincu que le marché des crypto-monnaies reste la révolution et l'opportunité également d'une vie d'investissement pour changer sa vie au moment de la retraite, pourquoi pas, même avant, c'est clair, parce que nous sommes vraiment sur quelque chose qui n'est plus uniquement l'aspect crypto, comme on le voit sur Twitter notamment, où c'est juste un actif. Non, on est vraiment sur une révolution, je pense, équivalente à l'industriel, de l'information, du numérique, d'Internet, tout combiné en une seule et même révolution. Voilà pourquoi c'est une énormité dont je vais vous en parler. On va parler du RWA, bien évidemment, qui est, je pense, le narratif justement qui va propulser
la révolution, comme je vous le disais, sur les cryptos. Mais voilà, donc déjà, je vous le dis, calmez, enfin, si vous êtes dans l'émotion parce qu'il y a le Bitcoin qui machin, prenez du recul et on est parti pour la suite de la vidéo. Vous allez voir, je vais vous balancer les éléments plutôt sympas, quoi. On va voir. Donc déjà, vous l'avez vu, bain de sang pour les ETF Bitcoin Spot. Les institutionnels donc retirent aujourd'hui, ont retiré donc 3 milliards de dollars en une seule semaine, ce qui était un record hein, absolu en termes de correction depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot quand même. Ensuite, pour les ETF Ethereum Spot, c'est pareil, regardez, donc là c'est tout dans le rouge cette semaine. Je crois que la semaine dernière, on était un peu plus des 3,1 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot, et là on est retombé à 2,8 milliards. Donc c'est vrai que ça fait pas plaisir hein, de voir c'est du rouge, mais ça reste quand même 2,8 milliards, ça reste honorable. C'est pas comme si on avait perdu absolument tous les deux dans le rouge en termes de flux entrant total sur les ETF Ethereum Spot. Donc là, on a vraiment assisté à une correction institutionnelle. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à ce point-là la première grosse correction institutionnelle que l'on connaît depuis le lancement des ETF. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aussi, comme promis, je vous avais dit, il fallait voir la performance du Bitcoin en termes de, vous savez, trimestre, mais aussi sur février. Et là, c'est vrai que le Bitcoin, ça a été une première, vous voyez, sur les retours mensuels. Et donc, sur toutes les années, vous voyez, depuis 2013, eh bien, on n'a eu que 2 mois, outre ce mois de février-là, où on a été dans le rouge en termes de performance. Donc là, c'est très rare. Et pourtant, en février, on voit que le Bitcoin ne nous a pas fait une corrélation historique comme d'habitude, notamment par rapport à l'année dernière aussi. Vous voyez, le mois de février 2024 de l'année dernière, on était à plus 43,55% de performance sur le Bitcoin. Et là, on a fait un moins 17,39%. Donc là, le Bitcoin nous a fait un gros doigt d'honneur en termes de répétition, on va dire, des cycles historiques ou voilà. Après, on voit qu'en 2020, c'est assez intéressant, ça a été, alors ça, c'était l'année du halving. Donc 2020, on voit que février et mars avaient été négatifs. Et enfin, c'était en 2014 qu'il faut remonter pour avoir la première fois où le Bitcoin était négatif en termes de performance sur un mois. Donc on voit que là, en termes de performance négative, le mois de février 2025, c'est le deuxième pire mois dans l'histoire du Bitcoin depuis son lancement. Donc ça, c'est intéressant quand même de voir ce qui se passe, parce qu'on voit que la corrélation avec les cycles passés sur ces mois-là est plus vraiment respectée. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, je pense, c'est intéressant d'analyser ça, parce que c'est aussi, je pense, qui provoque l'émotion actuelle sur les marchés. Clairement, c'est parce que tout le monde s'attendait à ce qu'avec Trump, avec du coup la corrélation historique, eh bien tout se passe comme prévu, c'est-à-dire qu'en février, ce soit une explosion nucléaire pour le Bitcoin, que début 2025, ce soit l'explosion nucléaire sur le Bitcoin, sur les altcoins, etc. Et en fait, c'est rien passé de tout ça. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec une émotion clairement présente hein, sur le Bitcoin, avec une première correction. Vous voyez, je vous montre un petit article, parce que je passe aux articles maintenant, avec un article de CoinTribune notamment, eh bien, une correction de 100 000 dollars à en dessous même des 80 000 dollars, avec le Bitcoin continue de s'effondrer, donc des bons articles comme ça qui nous font bien plaisir. Et c'est pas fini, hein, pour vous dire derrière que autant la correction n'est pas terminée. Donc là, on a eu une relance, on voit ça se calme, ça stagne autour des un peu plus de 80 000 dollars, 87 000 et quelques, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle correction. Donc là, on voit que c'est en incertitude un total. C'est assez étonnant, enfin, c'est marrant et triste ce qui se voit sur le marché, surtout qu'il y a eu des liquidations, donc malheureusement, c'est les traders qui ont le plus trinqué, entre guillemets, donc d'où l'importance toujours de holder ses positions, bah, ça je le dis souvent, hein, holder ses positions, vraiment acheter réellement du Bitcoin en spot, parce que sinon avec les leviers et le trading, vous faites généralement, à moins d'être professionnel, d'avoir une formation, de savoir exactement ce que vous faites, avoir des robots et tout, c'est très compliqué d'être vraiment performant sur le trading régulièrement sur le Bitcoin. Donc bon, voilà, là, le contexte actuel, on voit que c'est très morose, c'est même catastrophique au niveau de la tendance. Après, est-ce que c'est la fin? Bah, comme je vous le disais, là j'ai un autre article de journalducoin.com, on a Standard Chartered qui prévoit même un plus bas à 69 000 dollars. Donc, comme je vous dis que la correction n'est peut-être pas finie,
On a même des institutionnels maintenant qui tablent, attention là, sur le court terme, c'est pas terminé, la tendance va être une boucherie encore et tout. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que, après c'est la fin du bull run, est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? Ben moi, je vous dis mon avis, mon opinion profonde, c'est non. Moi, je vous dis, on a encore de très 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 beaux jours devant nous. Sur le moyen long terme, j'en suis plus que convaincu, je suis méga bullish, je peux pas vous le dire autrement que comme ça. Voilà, je vous le dis clairement. Sur le court terme, eh bien, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas parce que ça dépend de la manipulation des marchés, du trading, plein de choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le bull run est terminé, loin de là. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous montrer les éléments pourquoi je suis convaincu qu'on n'a pas encore tout vu, même sur 2025 voire 2026. Après, bien évidemment, je peux me tromper, mais je reste convaincu que on n'a pas encore vu tout ce qu'il faut, et vous allez voir pourquoi à la fois sur les plans de vue technique. Donc là, j'ai fait l'effort quand même de regarder les indicateurs techniques pour vous les présenter, pour vous montrer également les indicateurs macroéconomiques, l'aspect géopolitique, etc. On va voir tout ça. Donc, allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous présenter, on y va. Le premier indicateur, déjà, c'est, vous voyez là sur CoinVo, comme vous pouvez voir, un tweet avec donc les portefeuilles des baleines, hein, donc les plus gros portefeuilles existants. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que, que font les baleines pendant que tout le monde panique, pendant que le retail panique? Eh bien, les baleines accumulent encore. C'est-à-dire que là, on a eu même une bougie, vous voyez, on est en train d'atteindre plus de, au final, 320 000 adresses de baleines qui, en fait, accumulent du Bitcoin, alors que les prix n'ont jamais été aussi hauts pour le Bitcoin. On a dépassé 100 000. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, ça veut dire que, voilà, quand vous vendez, vous, vos bitcoins, eh bien, vous les vendez directement à des institutionnels, à des baleines, à des personnes qui sont convaincues, au final, que la suite des choses n'est plus peut-être que brillante pour le bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, oui, c'est un indicateur quand même très important parce que c'est les baleines, c'est généralement des insiders, c'est des traders professionnels, c'est des gens qui ont des informations que nous, le retail, la masse, quoi, on n'a pas, clairement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui interpelle et qui dit, ok, ces gens-là, eux, là, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils essayent d'accumuler un maximum de Bitcoin. Ils ne savent même plus comment faire pour acheter du Bitcoin, clairement. Bon, ensuite, donc je vais vous repasser d'autres articles. On va repasser sur les articles. Toujours dans cet aspect-là de prenons du recul. Donc là, un article de journalducoin.com, Bitcoin. Donc le 27 février, vous voyez, les adresses qui ont entre 100 et 1000 bitcoins accumulent. Vous voyez, écrit noir sur blanc. En tout cas, bleu marine sur blanc. Je continue donc avec ce genre de nouvelles. Hein. On va enchaîner, vous allez voir. Un autre article de cointribune.com, et là, très attention, je vous conseille vraiment d'être attentif là à ce que je vous présente. Jusqu'à 2% de bitcoin, BlackRock bouscule ses portefeuilles d'investissement. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire qui est en train de se passer, c'est que BlackRock, donc avec son EBIT, a connu une semaine où ça a été la première fois dans même l'histoire, donc depuis le lancement des ETF Bitcoin Spot, qu'ils ont eu autant de sorties dans le rouge, hein, de Bitcoin. Et la même semaine, qu'est-ce qu'ils nous font? En fait, ils intègrent dans leur modèle de portefeuille d'investissement, eh bien, leur ETF Bitcoin Spot. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'opposé quasiment de ce qui s'est passé sur le marché. Ils se sont dit, allez, l'ETF Bitcoin Spot marche tellement bien qu'en fait, on va le modéliser, on va l'intégrer à nos meilleurs portefeuilles de modèles d'investissement. C'est un peu ce qui s'est passé. Je vulgarise le terme, bien évidemment, plus technique quand même ce que je vous dis, mais grossièrement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, en fait, on conseille à tout le monde sur la planète d'avoir quelque chose, d'avoir du Bitcoin. Et ils conseillent également, ils donnent un signal énorme, c'est qu'en faisant ça, donc ils conseillent également à leurs concurrents, c'est-à-dire les autres gestionnaires d'actifs, d'adopter un modèle aussi d'investissement indexé sur le Bitcoin également, grossièrement. Donc plus bullish que ça de la part des institutionnels, tu meurs en fait. Voilà, donc BlackRock est en train de rigoler quand on voit l'émotion
Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que pendant que vous vendez, ou que les gens vendent leur Bitcoin, paniquent à travers la moindre correction, que font les institutionnels? Eh bien, ils renforcent leur position sur le Bitcoin, ils achètent les Bitcoins qui ont été vendus pour pas cher, au final, parce que eux en sont là, parce que l'échelle de temps que eux connaissent, BlackRock et tout, c'est pas la même échelle de temps que pour nous. Forcément, eux, ils peuvent se permettre de viser sur le long terme, comparé à la masse retail. Donc ça, c'est un indicateur qui est extrêmement bullish pour le moyen et long terme. Ça veut dire que les capitaux, le tsunami d'argent qui va s'abattre sur les crypto-monnaies dans les années qui viennent, va être colossal. Et ça, c'est sur le Bitcoin. Je ne parle même pas du narratif RWA pour l'instant, de la tokenisation d'actifs, qui lui est un marché aussi exponentiel en termes de blockchain, de crypto-monnaie. Ah, c'est uniquement sur le Bitcoin. Là, vous vous rendez compte quand même de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc déjà, BlackRock nous a clairement fait comprendre que eux, ils croyaient encore beaucoup au Bitcoin. C'est que le début. Si vous voulez, c'est que le début. Donc voilà, maintenant j'ai le fameux, vous le connaissez tous hein, sûrement, l'indicateur de Fair and Greed Index. On est à 26 aujourd'hui. On voit que hier, on était à 16. Donc on est en tendance vraiment extrême peur. Bon, maintenant, on est repassé dans la peur uniquement. Allez, soyons fous. On est remonté un peu. Donc c'est pour vous dire un peu le contraste extrêmement fort entre l'avis, le mouvement, les positions des institutionnels qui sont des insiders en plus sur la suite, qui ont plus de visibilité sur la suite des marchés, même sur le court terme surtout, parce que c'est des traders, des analystes financiers, etc., des experts, et l'émotion derrière provoquée sur le marché subie par les débutants, mais aussi même je vois sur Twitter, hein, personnes plus averties qui sont dans le milieu des crypto-monnaies depuis plus longtemps. Et encore une fois, même ces personnes-là, puisque le marché donc, du Bitcoin ne fait plus exactement ce qu'il faisait par le passé. Ou en tout cas avec des mois décalés peut-être, donc en décalage. Mais on voit que c'est plus exactement la même précision cyclique qu'on a vu par le passé. Donc ça, c'est assez intéressant quand même de constater. Et donc je continue toujours maintenant sur les indicateurs. Voilà. Là, c'est vrai, je vous l'ai dit, hein, je fais un effort aujourd'hui précis sur les indicateurs de performance liés au Bitcoin, on va dire sur le plan on-chain. Donc là, j'ai le RSI, donc vous voyez sur coinglass.com, et donc j'ai regardé le RSI, notamment sur le Bitcoin. Et donc là, il y a plusieurs échelles de temps, on va mettre sur 24 heures, comme vous pouvez voir ici. Et là, regardez, le Bitcoin, il est ici. Vous voyez, le Bitcoin qui est le roi hein, de toutes les crypto-monnaies. Et on voit donc qu'il a un RSI qui est situé dans le weak, c'est-à-dire faible. Donc là, je rappelle que le RSI est un indicateur en fait de performance pour chaque crypto-monnaie qui permet de savoir si une crypto-monnaie est entre guillemets survendue ou surachetée. Donc là, vous voyez overbought, quand vous avez une crypto-monnaie qui est située dans cette zone-là, c'est qu'elle est surachetée, donc il y a une probabilité comme elle est surachetée, eh bien, il y a une correction des prix, et donc il y a un retour vers la zone neutre. Inversement, quand une crypto-monnaie est oversold, c'est qu'elle est survendue, et donc il y a une probabilité que les prix redécollent, parce que quand c'est survendu, bon ben il y a un moment où les acheteurs reviennent pour soutenir le prix, entre guillemets. Et on voit que là, sur les derniers 24 heures, vous voyez, le Bitcoin, il est à la limite entre le weak et le oversold. Donc ça, c'est un indicateur quand même assez intéressant là-dessus. Et sur les autres échelles de temps, vous voyez, il a oscillé entre les 31 et les 50. Et on va dire que sur une semaine, on voit que le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait, il est ici, il est dans la zone neutre. Donc on est loin d'avoir connu, comme en 2021 notamment, un RSI qui est proche des 70, notamment qui est entre le strong et le overbought. Après, ça reste un seul indicateur, parce que un indicateur en tant que tel n'est pas à prendre à 100% au pied de la lettre, parce que ça peut pas... Enfin, bref, il faut voir un ensemble d'indicateurs pour avoir vraiment une vision globale de ce qui peut se passer sur si une crypto-monnaie est surachetée ou survendue. Voilà déjà, voilà ce que nous dit le RSI, et on voit que le marché global des crypto-monnaies est à une RSI de 39,85, donc en zone neutre, voire faible. Donc on n'est pas du tout dans la zone, vous voyez, strong overbought. Bon. Donc ça, c'est un indicateur, voilà.
je voulais vous montrer. Ensuite, là, je vous montre le modèle du stock to flow. Donc là, j'ai tous mes indicateurs. Vous voyez, je suis sur CoinGlass. Donc, je vous propose, si même vous voulez vous faire votre propre opinion, n'hésitez pas à aller sur CoinGlass et à voir qu'il y a plein d'autres indicateurs, vous voyez, qui sont expliqués en anglais. Bon, après, voilà, hein, faut s'y pencher un peu là-dessus. Mais c'est gratuit, c'est accessible. Donc, aucune raison de se privé de cette visibilité-là. Et là, vous voyez le modèle Stock to Flow qui a été, je vous rappelle, créé par Plan B, si vous devez le connaître, je pense. Et bien, c'est un rapport justement entre le stock de Bitcoin et son flux au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des prix également. Et vous voyez, donc c'est vraiment un modèle qui est basé un peu en escalier et qui fonctionne, vous savez, par cycle. C'est-à-dire qu'il est basé sur les halvings qui ont lieu tous les 4 ans sur le Bitcoin. Et regardez, donc, là, nous sommes ici, nous sommes à une pastille jaune, entre guillemets, et à chaque fois qu'on a eu du jaune à ce niveau-là, normalement, on a eu une tendance, c'est reparti à la hausse. Et regardez, vous voyez ici, en termes de réel chiffre, on voit qu'on a un modèle de variance qui est à moins 0,9. C'est-à-dire que là, on est encore dans le vert. On n'a jamais été aussi bas en termes du modèle du stock to flow par rapport au prix. Donc, logiquement, on devrait voir des prix qui devraient remonter à la hausse par rapport au modèle du stock to flow. Donc, les prix, logiquement, si on se base sur le modèle du stock to flow, devraient repartir à la hausse pour le Bitcoin. Et on n'a pas encore vu vraiment tout ce que doit nous donner le Bitcoin sur ce cycle, si on se base sur ce modèle et si on se base sur les cycles historiques. Mais encore une fois, je vous rappelle, c'est un indicateur, ça ne veut pas dire qu'il faut s'y fier à 100% à l'aide. Surtout, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin n'a pas fait vraiment quelque chose d'historique en termes de timeline, de prix ou autre pour le début d'année 2025. On l'a vu sur février notamment quand je vous ai montré le tableau. Mais ça reste quand même un indicateur en plus à prendre en compte avec le RSI, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas là, je vais vous montrer d'autres indicateurs. Je dis, je vous m'en fais un effort hein, là-dessus. Maintenant, je vous prends le MVRVZ. L'indicateur, vraiment, j'arrive même pas à le prononcer tellement c'était imbipable à le dire. Qu'est-ce que c'est? Donc là, en plus, je vous présente ce que c'est. Donc, je suis allé sur ChatGPT, c'est notre ami ChatGPT. Je posais la question, c'est quoi le MVRVZ Score? C'est un indicateur on-chain utilisant l'analyse du marché des cryptos, en particulier pour évaluer si un actif est sous-évalué ou surévalué par rapport à sa juste valeur historique. Donc là, on voit, vous voyez, comment l'interpréter. Donc si on a un Z-score qui est élevé, c'est-à-dire supérieur à 7,9, eh bien ça veut dire qu'on a un signal de surévaluation et donc une zone de pic potentiel. Si on a un Z-score qui est inférieur à 0, c'est un signe de sous-évaluation, donc l'inverse, avec une opportunité d'achat potentiel. Et enfin, si on a un Z-score modéré autour de 1,3, eh bien une situation est équilibrée sans extrême. Et là, on va voir, hein, pour le MVRVZ score, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un score qui est aujourd'hui, j'arrive à prendre le point qu'il faut, pas facile, on est eh bien à 2, à même 1,84 aujourd'hui au moment où je vous fais la vidéo. Alors là, c'était au 26 février. C'était au 26 février la date. Apparemment, c'est les dernières mises à jour. Donc au 26 février, nous étions à 1,84, vous voyez, en termes de score MVRVZ. Et donc ça signifie, si on reprend ça, ça veut dire que nous sommes ici en zone modérée. Donc situation équilibrée sans extrême, ce qui est très loin. Vous voyez, quand on regarde le cycle passé, on voit que ici, par exemple, lors du premier pic de 2021 du Bitcoin, c'est-à-dire au 17 février 2021, nous étions à un MVRVZ score de 6,61. C'est-à-dire très proche, vous voyez, de ce que dit ChatGPT, de la zone de score élevé, où on a un pic de marché potentiel. Et en effet, une fois qu'on a eu atteint ce 6,69 et quelques, et bien derrière, on a eu une méga correction du Bitcoin pendant tout l'été 2021. Alors ça donne encore un indicateur de performance. Ensuite, je continue avec le NUPL, donc toujours sur CoinGlass, hein, vous voyez. Cette fois, le NUPL, c'est quoi? C'est le Bitcoin Net Unrealized Profit Loss. Donc là, pareil, ChatGPT, c'est notre ami. On va dire NUPL, c'est quoi? Donc le NUPL, c'est justement un indicateur on-chain utilisant l'analyse du marché des crypto-monnaies sur les profits, les pertes non réalisées.
Donc pareil, dans l'interprétation des valeurs, le NUPL, s'il est entre 0,25 et 0,5, ça veut dire qu'il y a un optimisme ou déni. Si on est entre 0,5 à 0,75, on est dans une euphorie, c'est-à-dire potentiel de surchauffe. Et si on est supérieur à 0,75, alors on est en bull run phase finale avec un risque de correction. Et donc là, on a quoi? On a, voyez, regardez le score du NUPL, on est au 28 février 2025, on est à 0,49. C'est-à-dire en 0,49, on est pile, marrant quand même, entre le 0,5 du optimisme déni et le 0,5 de l'euphorie potentielle surchauffe. Donc vous voyez qu'on n'a pas, et là pareil, on n'a pas connu, encore une fois, on n'a pas connu de zone de surchauffe, notamment comme on l'a connu par le passé. C'est-à-dire que là, j'ai une échelle de temps plus réduite, c'est-à-dire sur l'année, mais voilà, mais j'ai pas sur l'année précédente, mais dans les années précédentes, quand on a eu des pics, eh bien, on a connu un NUPL qui était bien plus élevé que ça, qui se prononçait sur une période de surchauffe. Par exemple, même là, 26 février 2021, regardez, ah bah si c'est bon, 26 février 2021, vous voyez, nous étions à 0,69. Donc bien plus haut que ce que l'on connaît actuellement. Donc on voit quand même qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les indicateurs de performance ne nous disent pas qu'en fait sur l'année 2000, même 2024-2025, on a atteint un maximum de 0,6 au final. C'est-à-dire 0,6, ça reste loin. Vous voyez, ça reste loin même des 0,75 ou un peu plus de 0,6 qu'on a connu par le passé. Donc après, comme je vous le dis, c'est un indicateur. C'est-à-dire que ne faut pas prendre ça comme argent comptant, celui-là. Il faut prendre vraiment l'accumulation de tous les indicateurs de performance. Mais on est loin d'avoir eu une période de surchauffe bull run. Donc c'est assez intéressant quand même de voir ce qui se passe. Donc ça, c'est les indicateurs on-chain. Je vous ai présenté, après vous en faites ce que vous voulez, vous avez vu les courbes, vous avez vu les chiffres, je vous ai même fait l'explication avec ChatGPT. Mais grâce à ça, déjà moi personnellement, ça ne fait que confirmer, j'avais pas besoin de ces indicateurs, mais je les montre parce que je sais que ça rassure, c'est mathématique, mais moi j'avais pas besoin de ces indicateurs-là pour comprendre qu'aujourd'hui, outre l'aspect court terme, ok pour le bull run et tout, personnellement je suis aussi là sur le long terme. C'est-à-dire que moi je vise outre l'aspect crypto-monnaie, je vise même l'investissement sur la révolution que représente la crypto-monnaie, en fait surtout la tokenisation d'actifs et le reste. Pourquoi je dis ça? Parce que moi je me focalise un peu sur le mindset un peu des institutionnels, c'est-à-dire les institutionnels, eux, ils ont tout à fait compris, ils sont pas là pour le profit là du bull run, hein. Les institutionnels, s'ils sont là, c'est pour carrément la tokenisation du marché de la finance traditionnelle, pour des gains et profiter de la blockchain sur l'efficacité et les paiements de transactions, la durée des frais de transaction pour les banques, etc. Les institutionnels, c'est ça qu'ils visent. C'est pas le bull run, on fait machin et après, voilà. Non. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Et nous, on a la chance, je le redis, hein, parce que je pense qu'on n'a pas compris, je pense que 90% des gens n'ont pas compris cet aspect-là. On a la chance aujourd'hui de pouvoir investir sur cette révolution. Alors là, après, il faut choisir les bons tokens, bien évidemment, mais en fait, c'est pas compliqué. Les bons tokens, c'est le marché RWA en lien avec les institutionnels. Bon, bah, je peux pas vous dire mieux, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, les indicateurs court terme, pour l'instant, sont plutôt pas en faveur d'une fin de cycle haussier. Bon, ils sont plutôt en faveur d'une zone neutre. C'est le plus flagrant, c'est le modèle du stock to flow, où on voit que c'est vraiment très très bas et que logiquement, bah, ça devrait remonter, clairement. Et l'autre plus flagrant aussi, c'est le RSI, où on est plutôt en zone neutre, et on n'a pas encore vu la zone overbought au final. Voilà. Donc bon, et aussi le MV-RVZ score, où là on n'a pas du tout connu, vous voyez, pas une seule fois sur l'année 2024 ou 2025, on n'a pas connu des niveaux qu'on avait connus en 2021. Donc là aussi c'est assez flagrant quand même. Bon, donc maintenant, bah écoutez, je vais continuer, hein. Je vais continuer avec cette fois des petits articles Twitter, hein. Donc là je suis sur Altcoin Scholar et j'ai trouvé très intéressant ce tableau où on a
vous voyez, au 26 février 2025, une mise à jour du top 70 des entreprises qui détiennent du Bitcoin. Et donc, on a un total, vous voyez, de 70 entreprises aujourd'hui qui, à elles seules, détiennent 656 762 Bitcoin. Et donc, on a en première position, donc on a MicroStrategy, vous voyez, donc c'est normal avec leurs 500 000 Bitcoin et Michael Saylor qui ne fait qu'acheter du Bitcoin, ne sait plus comment faire pour lever des fonds pour acheter du Bitcoin, on entend toutes les semaines. Et ça, je rappelle, c'est les institutionnels, c'est les entreprises. C'est-à-dire, c'est les entreprises réelles qui, avec leur trésorerie ou des moyens liés aux actions, à leurs actions à elles, achètent du Bitcoin, mais je ne parle même pas des ETF. C'est-à-dire que BlackRock, vous voyez, ou Fidelity ou autres, n'apparaissent pas dans ce tableau. Donc là, c'est vraiment les entreprises qui utilisent leur trésorerie pour acheter du Bitcoin. Donc on retrouve aussi Tesla, on retrouve Marathon Digital. Alors Marathon Digital, de toute façon, déjà liés au Bitcoin puisqu'ils sont dans le minage. Mais après, vous avez d'autres entreprises, et notamment du monde entier. Vous voyez, États-Unis, vous avez le Japon, même la Norvège, la Chine, vous avez l'Angleterre, l'Australie, voilà, l'Argentine également, donc Mexique. Donc vous notez une chose, c'est que, bon, il n'y a pas beaucoup de France, hein. Il y a une entreprise française, je ne savais même pas, c'est The Blockchain Group, on a 40 bitcoins, hein. Voilà, donc la France, on n'a peut-être pas compris le système du hub crypto, je pense. Bon, mais bon, outre cette petite parenthèse, donc faut savoir que là, avec les plus de 500 000 bitcoins que détiennent rien que déjà les ETF Bitcoin Spot, vous avez compris qu'on est déjà aujourd'hui, juste en termes institutionnels, et je ne parle même pas des gouvernements, là je parle juste institutionnel, eh bien nous sommes à plus d'1 million de bitcoins, c'est-à-dire que les institutionnels détiennent plus de 5% sur une seule année. Vous voyez, d'ailleurs ça fait depuis 2024. Hein. Allez, les entreprises comme Tesla et tout, on va dire les 5 ans. Donc là, en 5 ans, on a des institutionnels qui déjà détiennent plus de 5% du total de Bitcoin existant. Donc, ça ne veut pas réfléchir. Donc, quand vous vendez vos Bitcoins sur des corrections court terme, réfléchissez un peu à ça. C'est que les institutionnels, eux, achètent direct derrière. Et surtout, les achètent pour les détenir sur le long terme. Voilà. Bon, je trouve ça intéressant quand même. Ensuite, deuxième petit point pour vous dire à quel point on n'est pas assez bullish. Je ne sais pas comment vous dire à quel point on n'est pas assez bullish pour la suite des choses, pour les crypto-monnaies, la blockchain. C'est que vous voyez, là, j'ai la courbe de l'évolution de l'adoption donc du Bitcoin. Alors, ça a été créé par Our World in Data. Bon. Et donc, on a la comparaison entre l'évolution de l'adoption du système bancaire Internet en 96, les médias sociaux en 2005 et Internet dans les années 90. Et vous voyez que là, aujourd'hui, eh bien, Bitcoin est actuellement à 3% d'adoption sur ces mêmes critères-là et au même stade, en fait, qu'Internet dans les années 90. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire. C'est qu'aujourd'hui, quand je vous dis que vous investissez dans une révolution réelle, c'est que là, on compare effectivement quelque chose à travers ce graphique vraiment très bien fait, et bien quelque chose qui derrière, vous voyez, le système bancaire, donc en ligne, bon, vous le connaissez tous. Bon, voilà, aujourd'hui, eh bien en 96, c'est l'équivalent du Bitcoin d'aujourd'hui. Voilà. Pareil pour les médias sociaux en 2020, en 2005 avec Facebook et compagnie. Tout ce que vous voyez là, que ce soit Internet, les médias sociaux ou les banques en ligne, eh bien, c'est aujourd'hui ce qui représente les plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière. Bon, ça fait réfléchir quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que comment cette métrique a été créée par River ou Our World in Data, eh bien, ils se sont basés sur 3 critères, c'est-à-dire le market, c'est-à-dire le TAM comme ils appellent, c'est-à-dire la valeur du marché du Bitcoin en termes de potentiel. Et aujourd'hui, ils l'estiment à moins d'1%. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui du Bitcoin est évalué à moins de 1% de sa capacité réelle maximale. Alors, ça fait réfléchir quand même. Ensuite, la sous-allocation institutionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capacité, par exemple, des entreprises américaines, américaines, eh bien, en termes de fonds, représente quelque part 0,006%.
Voilà, ça veut dire que les capitaux, quand je vous dis qu'aujourd'hui on est à l'aube d'avoir un tsunami d'argent qui peut s'abattre sur le Bitcoin, et donc, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on n'a encore rien vu, et pourtant, c'est assez impressionnant. Déjà, on voit des milliards, des 36 milliards là, sur les ETF Bitcoin Spot, on voit 2 milliards toutes les semaines sur rien que MicroStratégie, enfin stratégie, c'est plus MicroStratégie, mais aujourd'hui, ça ne représente qu'une petite fraction de ce qui peut se passer en termes d'attractivité des capitaux qui peuvent s'abattre sur le Bitcoin demain, en fait. Ça c'est dit à travers ce critère-là. Et enfin, la propriété globale, c'est-à-dire le nombre de personnes quelque part dans le monde et américaines qui font le comparatif aux États-Unis également, qui détiennent réellement du Bitcoin. Donc vous voyez que les Américains, il y a 14% des Américains qui détiennent actuellement du Bitcoin contre 4% à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que seulement 4% de la population mondiale aujourd'hui détient du Bitcoin. Bon, donc, enfin, plus bullish que ça, on peut pas mieux. Bon, voilà. Donc, en fait, n'ayez pas l'impression que c'est trop tard pour acheter du Bitcoin, au contraire. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début, même si on a des prix qui sont aujourd'hui à 80 000 dollars, disons, même s'il redescend à 60 000 dollars, imaginez, on a enfin voilà, on est aujourd'hui, c'est comme si voilà, on avait l'opportunité d'investir sur Internet dans les années 90. Bon, voilà, je vous fais pas de dessin quoi. Et enfin, qu'est-ce qui me fait dire que vraiment les planètes sont plus que bien alignées au niveau macroéconomique sur le Bitcoin, c'est que là on a un communiqué de la Maison Blanche, vous voyez, qui au 28 février 2025, donc il n'y a que quelques jours, eh bien, a annoncé que la Maison Blanche allait tenir son premier sommet crypto. Et donc, qu'est-ce qui se dit dans ce communiqué? Il se dit que donc la Maison Blanche a annoncé que le président Trump donc invitera donc à la Maison Blanche et tiendra le premier crypto au vendredi 7 mars. Voilà, donc c'est imminent. Hein. Donc, qui y aura lors de ce sommet crypto? Eh bien, il y aura des fondateurs, c'est-à-dire et des présidents, des PDG d'entreprises crypto, des investisseurs éminents de l'industrie crypto, aussi bien que des membres en fait du groupe, donc du président, qui travaille sur la création, tenez-vous bien, des actifs digitaux, donc d'une réserve stratégique éventuellement de Bitcoin ou d'actifs crypto, pourquoi pas made in USA. Clairement, c'était ce qui était ressorti sur la table. Donc, le sommet sera également animé entre guillemets par le César David Sachs et administré par le groupe exécutif en fait de travail, le directeur donc Bo Hins, voilà, très connu dans le milieu crypto aux États-Unis. Donc, anciennement, c'est ça là où c'est intéressant, le président Trump a promis, et ce qui est fou, c'est que le président Trump, pour l'instant, on constate bien que même au niveau géopolitique, respecte beaucoup de ses promesses. Peut-être pas toutes, mais en tout cas beaucoup. Et donc a promis, le rappelle dans son communiqué, que enfin que les États-Unis, et bien que lui représentait Trump, le premier président crypto des États-Unis, et donc il a créé un ordre exécutif, le numéro 14578, où il a déclaré que la politique de l'administration de Trump serait de supporter et d'aider à la croissance des actifs digitaux à travers tous les secteurs de l'économie. Alors ça rappelle aussi, BIM, tokenisation d'actifs, RWA, parce que tous les secteurs de l'économie, la crypto-monnaie, c'est ça va de la finance à l'immobilier, en passant par les biens de consommation de la vie de tous les jours. Donc, on en est là. Donc là, il a mine de rien balancé du lourd à travers ce communiqué. Et donc, l'objectif aussi de ce communiqué, de ce sommet crypto, ce sera à la fin de mettre en place un réseau de régulation clair sur la crypto-monnaie, de mettre en place l'innovation et de protéger la liberté économique. Voilà, en mettant en place en fait une nouvelle ère pour les technologies de la finance digitale. Donc, enfin, je sais pas quand même si on se rend compte, si on dézoome un petit peu, qu'on sort des hockey de la correction là, du Bitcoin de 30%, et qu'on se projette dans quelques années, je dis même pas 10 ans, hein, j'ai juste quelques années, avec qui s'aligne aujourd'hui
le potentiel est absolument monstrueux. Ah. Et je ne parle même pas de l'aspect de la tokenisation d'actifs pour l'instant, je parle juste d'éléments qui permettent de clarifier les choses sur l'aspect crypto et qui permettent de mettre en avant un nouveau système économique mondial, en fait, quelque part. Voilà. Avec le Bitcoin en ligne de mire, on l'a compris, quoi. Bon, donc plus bullish que ça, je sais pas, je pas vous faire un dessin, je sais pas, je sais pas. Enfin, je m'adresse, excusez-moi, hein, pas à vous, mais aux personnes que je vois paniquer à fond là sur les réseaux ou autres. Enfin, des fois, je me pose des questions, quoi. Est-ce qu'elles ont vraiment compris ce qui est en train de se passer sur le plan macroéconomique, ce qu'on n'a pas oublié justement l'essentiel, c'est-à-dire que justement les crypto-monnaies, c'est pas les shitcoins, c'est pas investir sur des meme coins, des shitcoins pour avoir de l'argent rapidement, court terme, voir son truc faire x10, x20 d'un coup, puis derrière tout perdre, parce qu'en fait c'est de la dope, donc ça, il n'y a aucun fondamentaux, et donc ça chute. Voilà, donc je pense que les shitcoins aujourd'hui, c'est vraiment la façade, c'est vraiment l'écran qui pollue le réel potentiel des crypto-monnaies. Et donc on a vraiment, je pense, un problème aujourd'hui sur le secteur de la blockchain des cryptos, c'est qu'on a une grosse partie de la population qui veut de l'argent court terme, parce que les temps sont durs, donc faut vivre sa famille, machin, tout, on est tous d'accord là-dessus. Mais du coup, on perd de vue l'essentiel, donc on veut du court terme, et donc, bim, on se réfugie sur la qu'on pense être la facilité, mais en fait, c'est le meilleur moyen, c'est le plus dur, c'est le meilleur moyen de se faire rect, c'est-à-dire c'est les shitcoins. Parce que c'est, à part les insiders, c'est impossible ou très rare de miser son argent au bon moment sur le bon token qui va faire un x10, le sortir au bon moment avant qu'il se pète la figure. Voilà, va pas avoir des techniques de devin, de capacité de lire l'avenir, enfin je sais pas possible. Bon. Et inversement, derrière cet écran de fumée, vous avez le réel potentiel de la blockchain et technologie. Et là, c'est les institutionnels qui y sont parce que eux, bah, ils n'ont pas les problèmes de la vie de tous les jours. Ils sont sur ils sont sur une lancée long terme, avec une vision de révolutionner vraiment l'économie, de faire des gains sur les transactions, etc. Donc de miser le paquet sur ce qui est en lien avec le monde réel. Voilà. Voilà pourquoi moi je suis persuadé que tôt ou tard on va avoir un rattrapage des prix liés aux tokens et aux crypto-monnaies qui sont en lien avec les fondamentaux, quelque part. Parce que l'utilité est portée aujourd'hui par les institutionnels, ce qui n'était pas le cas lors du précédent cycle haussier, où il n'y avait que la masse au final qui était là. Voilà pourquoi je ne peux pas vous dire mieux que je suis aussi bullish sur le moyen long terme et sur le court terme, ben, on ne sait pas. On verra s'il y a encore des corrections qui vont avoir lieu ou pas. Bon. Donc ça, c'est quelque chose à voir. Après, chacun sa vision des choses. Moi, je vous expose la mienne. Je peux me tromper, bien évidemment. Est-ce qu'il va pas y avoir de la manipulation, justement, ou s'ils veulent faire sortir tout le monde, les BlackRock et compagnie, là, bah, ils font bien tout péter la gueule là, sur les crypto-monnaies. Ils vendent tout en masse, comme ça tout le monde se pète la gueule, tout le monde se barre. Ils rachètent derrière, ou ils mettent leur propre système. Enfin, bon, voilà, pourquoi pas. Mais dans le pire des scénarios, alors il y a un astéroïde hein, qui se fonde sur la Terre. Voilà, ça aussi, on peut le voir. Non, mais voilà, donc c'est pour vous dire, ça c'est quelque chose, faut quand même garder en tête, c'est, je pense aujourd'hui, une stratégie court, moyen, long terme. C'est-à-dire peut-être, pourquoi pas, un portefeuille, où vous jouez avec le court terme, un portefeuille moyen terme et un portefeuille très long terme, presque pour préparer votre retraite. Donc, je vous dire, vous y touchez pas, vous mettez quelques fonds là-dedans, comme ça vous avez la crypto-monnaie sur la tokenisation d'actifs, vous dites ça, par exemple le Hondo, alors on va en parler du Hondo. Le Hondo, c'est l'avenir, c'est la tokenisation d'actifs, ça fera ma retraite. Hop, vous le mettez comme le Bitcoin, et dans 30 ans, ben, vous aurez votre fonds de pension de retraite, quoi. Ok, parce que nous, là, en France, on n'aura pas de retraite vu le... Enfin, voilà. C'est une idée, mais ma tendance, voilà, c'est ça que je veux faire comprendre, c'est que je suis persuadé vraiment que quand on voit ça, on a un potentiel explosif monumental, en fait. Bon, sur le long terme, en tout cas. Allez. Bon, allez, donc ce sera tout pour le Bitcoin, mais vous avez compris, hein, je suis bullish. Clairement, je me cache pas, hein, je dis clairement. Et maintenant, je vais passer au prochain projet, c'est-à-dire VeChain, hein, comme d'habitude, on va y aller. Donc, VeChain, là aussi, ça y est,
première annonce, donc on a eu un tweet que je vais vous montrer ici sur le potentiel du VTHO. Donc on a eu plus de détails sur les annonces du VTHO. Vous voyez, donc là j'ai un tweet de la fondation VeChain et VTHO, The Lifeblood of Transaction. Donc ils sont carrément allés comme ça. Donc là, je vous ai fait un petit résumé. Donc ChatGPT, pareil, notre pote ChatGPT. Donc j'ai demandé un petit résumé en français de cet article, de cette annonce. Et donc vous voyez, VeChain Renaissance apporte une transformation majeure à l'écosystème VeChain, en particulier avec la refonte du modèle économique du token VTHO. Vous avez compris, c'est vraiment le cœur du sujet là sur VeChain en ce moment, cette année 2025, avec la mise à jour Galactica. On va en parler derrière, parce qu'il y a une nouvelle là-dessus. Et donc, l'objectif vraiment sur le VTHO en détail, ça qui est bien, maintenant on va vraiment savoir ce qu'il prévoit VeChain sur le VTHO, c'est de mettre en place une nouvelle génération de VTHO. Donc avant, enfin aujourd'hui pour le moment, vous le savez, on a une génération de VTHO, une création de VTHO qui est fixe. C'est-à-dire chaque jour, tout détenteur de VeChain dans son portefeuille reçoit automatiquement du VTHO à un ratio qui est fixe. C'est-à-dire c'est 0,00044 VeChain par VTHO par VeChain, pardon, par jour. Voilà, donc ça c'est tout le monde. Résultat, eh bien effectivement, il y a beaucoup plus de VTHO créés dans l'écosystème VeChain que brûlés. Voilà, par le nombre de transactions. Donc, au lieu d'avoir ce système-là actuel, on aura à l'avenir, en fait, un système où il sera émis en fonction du nombre de VeChain mis en staking par les nœuds délégateurs et validateurs. Ok, donc cette réforme réduit l'inflation initiale de 72,2% et ajuste l'émission en fonction de la participation au réseau. Donc quand même, c'est assez énorme, c'est-à-dire que là, on a 72,2% de production qui sera cassée dès le départ. Donc assez bullish. Ensuite, on aura un mécanisme de burn qui sera renforcé. Donc là, il y a une nouvelle politique de frais de transaction où ils vont brûler 100% des VTHO utilisés lors des transactions. Voilà, donc là, dès qu'on fera un frais de transaction, dès qu'on paiera des VTHO en frais de transaction, ben, ces VTHO-là seront directement brûlés. Donc ça, c'est bien parce que ça va effectivement aussi participer à réduire la supply de VTHO. Ensuite, on aura aussi un système de frais dynamique où eh bien, il y aura un ajustement automatique des coûts en fonction de l'activité du réseau, qui va augmenter encore plus la rareté du VTHO. Et on aura un effet de levier du VTHO via la plateforme VBether DAO. Vous connaissez? Donc, cette plateforme VBether, eh bien, toutes les transactions, effectivement, sont assurées par des frais de gaz en VTHO. Et donc, le token B3TR va inciter les utilisateurs à interagir avec ces applications-là, créant un cercle vertueux qui renforce la demande de VTHO. Donc là, on a tout qui est fait pour diminuer au maximum la supply de VTHO, et donc ça va faire péter les prix du VTHO. Alors, ce sera peut-être pas immédiat, parce que vous l'avez compris, le système, dans le temps qu'il se met en place, bah, ils vont pas brûler les VTHO existants, d'après ce que je comprends. Donc, ils vont laisser le volume supply de VTHO. Donc, ça veut dire que le temps qu'on ait une baisse du supply total de VTHO, bah, il va falloir du temps, parce qu'il faudra beaucoup de transactions. Il faudra voilà, que le système soit bien mis en place et tout. Donc, combien de temps ça va prendre pour vraiment commencer à avoir une baisse du nombre de VTHO en circulation? Je suis incapable de vous le dire aujourd'hui, mais ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'ils vont récompenser uniquement les participants actifs dans le staking en fait de VeChain. C'est-à-dire que c'est uniquement les validateurs et les délégateurs qui recevront des récompenses en VTHO. Donc tous les gains passifs de détenteurs inactifs, c'est-à-dire quand vous avez du VeChain dans votre portefeuille, eh bien vous ne recevrez plus à l'avenir de VTHO. Ça c'est fini, hein, vous l'avez déjà dit. Eh bien c'est validé, c'est confirmé par la fondation VeChain. Ensuite, les 101 validateurs qui opèrent sur le réseau recevront 30% de récompense de bloc. Et les autres, les délégateurs qui stakeront via des NFT de staking, se partageront les 70% restants au niveau des récompenses de bloc. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont mis des niveaux de staking beaucoup plus accessibles, mais vraiment beaucoup plus, puisqu'ils ont introduit qu'ils appellent les éconodes. C'est les nœuds économiques hein, pour les paysans, quoi. Comme nous, les gueux que nous sommes.
C'est-à-dire que là, par exemple, à partir de 10 000 VeChain, eh bien, vous serez appelé le Down Node. Et donc, vous aurez une récompense de x1 sur ce que vous stakez. Alors, je ne sais pas exactement si c'est x1, parce que multiplié par 1, ok, si vous gagnez, en fait, c'est pas grand-chose. Après, vous avez le Lightning Node. Donc, à partir du moment où vous stakez 50 000 VeChain, vous avez une récompense de 1,15. Et enfin, un Flash Node, si vous avez 200 000 VeChain de staker, vous avez une récompense de x1,3. Et donc, plus vous stakez tôt, et plus vos bonus d'APY, c'est-à-dire vos revenus annuels, vos rendements seront attractifs. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, ils mettent tout ça en mode vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui stake sur le protocole leur VeChain peuvent voter via la plateforme VVote avant le 4 mars. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes un détenteur de node ou un stake holder de VeChain, vous pouvez voter via la plateforme VVote. Je vous montrerai après en plus, vous verrez. Je vais vous la montrer juste après, mais avant ça, hop, je vous montre une autre information sur VeChain assez intéressante sur, vous savez, les brevets. Que VeChain, c'est des grands fanas de dépôt de brevets, et ils ont encore eu au 25, donc février 2025, une approbation d'un brevet aux États-Unis sur tout ce qui est le workflow, c'est-à-dire le flux, en fait, toutes les méthodologies de certification justement des nodes, des nœuds. Donc quand je vous dis que aujourd'hui investir sur les bons projets, en tout cas sur la blockchain, en lien avec l'utilité dans le monde réel, alors il y a le RWA, mais il n'y a pas que ça, il y a le DePIN, il y a l'intelligence artificielle, donc tous ces projets crypto qui assurent une utilité et sur des narratifs hyper révolutionnaires pour l'avenir, eh bien c'est pas pour rien, c'est que derrière, vous voyez, vous avez ces entreprises-là sont tellement révolutionnaires qu'elle dépose des brevets parce que personne n'a fait ça avant, quoi. Voilà. C'est quand même, c'est un brevet, voilà, c'est du lourd. C'est création d'une technologie. Donc c'est pour ça, faut vraiment, je pense, aujourd'hui, essayer de raisonner en termes d'investissement, plus sur les shitcoins, sur les mêmes coins, les trucs. En plus, bah, on a une chance sur encore une chance, je suis gentil, une chance sur deux, je suis gentil, peut-être 9 chances sur 10 plutôt de se faire rect, de tout perdre pour le court terme, alors qu'il suffit d'attendre pour au final participer à l'investissement de la révolution quelque part de l'ère d'Internet qu'on a connue dans les années 2000, mais qu'aujourd'hui c'est l'ère de la blockchain, et surtout c'est une concentration, pour moi c'est vraiment une concentration de toutes les révolutions qu'on a eues avant, dans une seule et même révolution. Donc c'est encore plus bullish. Pourquoi? Parce que je rappelle que la tokenisation d'actifs, donc le RWA auquel fait partie VeChain notamment, c'est un potentiel de 450 trillions de dollars. J'avais dit la semaine dernière, la vidéo, donc on a un potentiel de 450 trillions de dollars, c'est la masse d'actifs existante sur Terre au niveau mondial. Aujourd'hui, le système, le RWA, la tokenisation d'actifs actuelle est estimé à 17 milliards de dollars. Donc ça veut dire que là, on a un potentiel, même si on fait juste un fois 100, largement raisonnable sur le moyen long terme, parce que, vous avez compris, les institutionnels sont à fond, et leur objectif, c'est vraiment de tokeniser l'ensemble du marché mondial pour le rendre plus efficace, efficient, transparent. Voilà. Donc, bon. Bref, je continue. Je continue. Du coup, là, autre petite information, c'est ce que je vous disais sur les VVotes. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les stakeholders peuvent désormais voter sur la mise à jour Galactica. Donc la mise à jour Galactica, je rappelle, ça prend en compte également la solution, la proposition pour le VTHO, là, avec la réduction de l'inflation de 72,2%, etc. Et donc là, vous pouvez directement aller voter sur la plateforme, donc VVote, comme vous pouvez voir ici, et pas de spoil, hein, regardez un petit peu, ça va forcément passer, forcément être voté, puisqu'on a 99,97% de oui en faveur de la mise à jour Galactica. Donc, et il reste un jour et 15 heures, donc bon, voilà. Tous les stakeholders, plus ou moins, ont déjà voté, vous voyez, donc je peux déjà vous dire que c'est sûr, ça va passer, à moins qu'on ait des surprises entre-temps.
mais ça m'étonnerait très fort, on aura le lancement de la mise à jour Galactica qui va arriver hein, cette année, c'est validé. Ensuite, pour finir en beauté avec les chiffres, les statistiques, notamment sur VeChain, eh bien là aussi, regardez, on a encore fait là sur les dernières 24 heures, eh bien 32 989 nouvelles adresses. Donc ça, c'est, encore une fois, on voit bien qu'on est sur une tendance vraiment extrêmement positive sur l'écosystème de VeChain, totalement explosive. Surtout que là, donc, on a atteint les 5 millions, pardon, 834 000 nouvelles adresses au total. Et donc, il y a un mois, c'est-à-dire en janvier 2025, nous étions à 4 915 000 adresses. Donc, je vous disais la semaine dernière, on va peut-être atteindre les 1 million de nouvelles adresses en un seul mois. Mais en fait, on n'a pas été loin, puisque vous voyez, aujourd'hui, on a 5 834 000 adresses. Nouvelles adresses connues, pardon. Donc, on voit que vraiment, il y a un emballement là sur VeChain. Et je pense que ça va continuer, et c'est probablement dû à la plateforme VBetterDAO et toutes les fonctionnalités qui sont en train de sortir, encore une fois, sur cette plateforme. Donc, je ne vous ai pas fait de focus sur VBetterDAO actuellement, parce qu'il n'y a pas de nouvelles applications qui sortent encore par rapport à ce que je vous ai présenté la semaine dernière. Mais la semaine prochaine, je vous referai un petit focus sur la plateforme. Et puis surtout, on a beaucoup. Enfin, la vidéo est longue déjà, donc je pense. Hein. Donc, je vais. Voilà, je parcours comme je peux. Bon, allez, je continue. Cette fois, je vais vite passer sur le VVverse. Donc, avec une petite vidéo, regardez, ça y est, de premiers éléments de créateurs du VVverse que donc il y a le 28, hein, il y a quelques jours, et on a déjà des éléments de création avec des NFT. Donc vous voyez, tout ça, c'est des vrais NFT hein, de l'application VV Digital Collectibles. Comme vous pouvez voir ici, donc très très bien fait, très détaillé. Et on peut voir également des éléments derrière du décor créés par les utilisateurs du VVverse. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans une révolution, pas que sur l'aspect de la tokenisation des actifs, mais aussi dans la réalité augmentée avec des NFT. C'est-à-dire que le virtuel, maintenant, avec la propriété numérique grâce aux NFT, eh bien, permet justement de développer un peu le système à la Ready Player One, quoi. Comme le film avec les cartes de réalité augmentée, eh bien, on se rapproche vraiment d'un monde futuriste. Alors, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, parce qu'un monde futuriste avec les réalités augmentées, des casques et tout, enfin, c'est triste, quoi. Triste à mourir, hein, clairement. Mais c'est malheureusement un peu vers ce qu'on se dirige avec cet aspect-là, avec ce genre de nouvelles technologies. Bon, allez, je continue. Cette fois, j'ai passé à donc Ondo. On en parlait, hein, j'en parlais récemment. Donc Ondo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, ils ont fait leur petit topo sur février 2025 et ils ont récapitulé juste sur un mois. Donc je rappelle que février, on a 28 jours. Eh bien, en 28 jours, ils ont réussi à créer, donc à lancer leur plateforme Ondo Chain, Ondo Nexus, donc en collaboration avec Mastercard, parce que oui, entre-temps, ils ont débloqué un partenariat avec Mastercard, rien que ça. Ils ont également clôturé, bouclé leur partenariat avec donc WLFI, c'est-à-dire c'est l'entreprise de la famille Trump. Donc je ne sais pas si vous imaginez quand même le délire, c'est que on a ce projet crypto qui est carrément en partenariat avec le président des États-Unis. Donc conflit d'intérêt plus que ça, bah tu meurs, hein, clairement. Ils ont développé également leur réseau avec Stellar. Donc Stellar, c'est également l'équivalent de Ripple et du XRP. Donc Stellar, c'est la crypto-monnaie XLM. Donc, et Ripple, eux, travaillent sur les institutionnels, alors que Stellar, eux, c'est des paiements transfrontaliers, mais à l'échelle des particuliers. Voilà, donc pour vous donner un peu l'ordre de grandeur. Et ils ont accueilli Patrick McHenry, un nouveau vice-chairman, qui est vraiment une grosse pointure dans l'architecture, en fait, de la politique financière américaine, carrément. Donc avec un réseau extrêmement puissant, puisque c'est lui-même qui a participé à l'élaboration du système politique moderne financier américain, rien que ça. Donc là, je vous montre voilà l'annonce d'Ondo sur leur partenariat avec Mastercard, donc comme vous pouvez voir ici. Et donc bientôt, on pourra payer, sûrement hein, avec une carte bancaire, en crypto-monnaie, ce sera de plus en plus facile en fait. Donc vous voyez, c'est le Multi-Token Network MTN, comme le premier
fournisseur de RWA sur le réseau. Bon, donc encore une énormité absolue. Donc on voit bien que Ondo et le RWA sont vraiment en train de débloquer et de faire le pont. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein. J'ai vu, ils font le pont entre la blockchain, la crypto-monnaie et la finance traditionnelle. Rien que ça. Donc on est au tout début, on est vraiment early là, au tout début de la tokenisation d'actifs et de la transposition du monde financier traditionnel au monde financier qui sera sur la blockchain, qui sera tokenisé. Allez, je continue. Donc là, je crois que c'était un petit tweet sur la présentation de leur nouveau vice-chairman. Donc, alors je l'ai montré, mais je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de vous le passer. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, Patrick McHenry, il le présente. Donc, il sera vraiment l'ancien, voilà, c'est l'ancien chairman du service financier club des États-Unis, en fait. Rien que ça. Bon. Donc, voilà, une énorme pointure du système financier américain, comme je vous disais. Donc, il travaille maintenant pour Ondo. Donc, on n'imagine pas les réseaux qui vont encore se débloquer et les partenariats qui vont se débloquer pour Ondo avec le gouvernement américain. Donc, plus bullish que ça, je peux pas. Voilà. Allez, je continue, cette fois avec Ripple et le XRP. Donc, aujourd'hui, vous voyez, ils ont débloqué un nouveau partenariat Ripple avec l'entreprise BDACS en Corée du Sud, qui est spécialisée dans tout ce qui est justement le stockage de crypto-monnaies pour les services de paiement. Et donc vous voyez, cette fois BDACS Corée a décidé d'utiliser donc le service financier quelque part et de stockage de Ripple pour assurer, donc pour sécuriser toutes les infrastructures pour le XRP, RLUSD et autres. Bon. Donc ça y est, Ripple maintenant a fait une grosse percée, entre guillemets, dans le système financier de la Corée du Sud. Rien que ça. Allez, je continue, donc je vais vous montrer un petit article cette fois pour continuer. Donc passer quelques petits articles. Un article de CoinDesk, donc XRP au centre des attentions alors que Ripple publie une feuille de route institutionnelle pour XRP Ledger. Donc effectivement, on voit qu'à travers ce nouveau partenariat et autres, on a même, si vous voulez, XRP qui va désormais, Ripple, un peu qui va se concentrer sur la régulation, donc développement des conformités de régulation au niveau mondial, et également l'adoption sur leur stablecoin, en fait. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un combat aussi qui se fait maintenant sur plusieurs organismes pour la concurrence sur les stablecoins au niveau mondial. Et je pense que XRP, Ripple avec le RLUSD sont très très bien positionnés pour faire face à ça. Ensuite, autre point très important, mais là c'est surtout sur l'aspect donc XRP, Ripple dans un premier temps, mais également même général à la crypto au niveau plus bullish que ça, on peut pas mieux, puisque je rappelle que depuis l'arrivée de la SEC, depuis l'arrivée de Gary Gensler à la tête de la SEC, notamment dans les années 2020, donc ça fait 5 ans que la SEC a passé son temps à essayer de chercher les poux et de faire des procès en veux-tu, en voilà, à tous les leaders du secteur crypto, notamment aux États-Unis. Et bien là, avec du coup l'arrivée de Trump, donc quand je vous dis qu'on n'est pas assez bullish et que Trump est vraiment pro-crypto, il y a vraiment une politique pro-crypto, on a la preuve, c'est que depuis qu'il est arrivé, en un mois, on a la SEC, donc le gendarme boursier américain, je rappelle, qui est chargé de réguler les systèmes financiers aux États-Unis, eh bien, a tout simplement commencé à supprimer et à laisser tomber les affaires juridiques contre les leaders de l'industrie crypto aux États-Unis. Notamment, il y a Coinbase, OpenSea, Robinhood, Uniswap, Gemini, Paxos et HeroSystem qui ont vu leur enquête sur leurs affaires par la SEC qui ont été abandonnées. Et en parallèle, regardez, on a Binance et Justin Sun et son entreprise Tron qui ont vu leurs enquêtes, on va dire, suspendues, donc pas abandonnées encore, mais suspendues. Et enfin, on n'a que deux affaires encore qui sont encore, on va dire, en enquête. C'est Ripple, là, pour en procès, avec le XRP et Kraken, qui est encore sous investigation. Mais là, vous avez vu quand même la tendance, je ne serais pas étonné que dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on ait une annonce que le procès contre
Ripple de la part de la SEC sera abandonné également. Surtout que on voit, donc vous l'avez compris, il y a une forte maintenant connotation, relation entre la politique de Trump et donc la crypto-monnaie. Et quand en plus on voit que là, Brad Garlinghouse, qui je rappelle est le PDG, hein, le dirigeant de Ripple, hein, eh bien a mangé donc au 8 janvier 2025 avec Donald Trump. Ah, voilà, donc plus bullish que ça, je vois mal comment on peut faire. C'est-à-dire que vous voyez, ils mangent ensemble, quoi, les bonhommes. Et il y avait en plus, regardez, il y avait en plus donc Stuart Alderoty qui est le Chief Legal Officer de Ripple. C'est le directeur juridique. Il était avec Donald Trump et Brad Garlinghouse. Donc, je pense que, je vous dis après, je peux me tromper, hein, je ne suis pas dans les arcanes de ces gens-là, hein, mais vu comment les éléments qui sortent de cet aspect-là, c'est qu'ils ont déjà clôturé l'affaire en interne entre eux. Ah, voilà. Et ce qui me fait dire ça, c'est que par exemple là, si ça avait été Joe Biden à la place de Trump au milieu, là, ces personnages-là, ça n'aurait pas été un indicateur. Pourquoi? Parce qu'à différence de Trump, je pense, par rapport aux autres politiques, soit même en Europe ou autre, c'est que Trump est à la fois un homme politique, mais également un homme de pouvoir financier. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le pouvoir politique qui dirige, on le voit bien, hein, c'est le pouvoir financier. Donc comme Trump a les deux, il a le pouvoir financier et politique, quand il parle ou quand il fait des choses, derrière, c'est réel, c'est concret, en fait. Pourquoi? Parce que les gens écoutent, c'est-à-dire les institutionnels écoutent le pouvoir financier. Voilà. Et c'est pour ça que nous, en Europe, on est dirigé par des clowns. C'est parce qu'on voit littéralement que c'est des pantins qui n'ont pas le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est BlackRock, c'est des gens comme Trump qui ont des milliards. Voilà. Et nous, on subit, on a un bateau qu'en fait, qui n'a pas de gouvernail parce qu'on n'a pas de pouvoir financier, clairement. Bon, c'est mon avis, hein, c'est mon avis, je dis pas que j'ai raison, je peux me tromper et tout là-dessus, hein, parce que je ne suis pas dans l'arcane et tout, mais quand je vois cette photo, ben voilà, je suis plus enclin à dire que bon, les choses vont bien se passer pour Ripple, hein, clairement. Allez, bon, je vais continuer, alors cette fois, je vais passer aux actualités crypto, hein, plus générales, donc il y a pas mal de choses à dire, hein, notamment, vous voyez, là j'ai un article de journal du coin.com, ça va bien marcher, mon PC. Avec donc l'intelligence artificielle, Nvidia explose les prévisions de Wall Street avec 39 milliards de dollars de revenus. Vous voyez, donc là, on est même sur les marchés financiers boursiers, là, pour l'instant, on est vraiment sur une pente ascendante sur le niveau des prix et tout ça explose des records sur records. Donc, c'est très bien également pour les projets crypto. Et là, Depin, comme le narratif Depin également, en lien avec le RWA sur la blockchain. Ensuite, donc là j'ai un article de cryptost.fr, PayPal ambitionne de fusionner finance classique et crypto-monnaie. C'est ce que je vous dis, en fait, en autres termes, ils veulent fusionner la finance traditionnelle avec la blockchain. Et donc, ils veulent tokeniser, encore une fois, tout l'aspect de la finance traditionnelle. Et ça, c'est l'ambition pas uniquement de PayPal, c'est l'ambition de toutes les institutions aujourd'hui. Pourquoi? Parce que PayPal fait des paiements transfrontaliers. Et donc, ben, s'ils arrivent à tokeniser cet aspect-là, ils vont renforcer, ils vont rendre leurs paiements plus efficaces, plus rapides également, tout simplement. Donc, vous voyez, donc on y est, quoi. On est vraiment dans une ère. Je pense que quand je vois les gens qui paniquent sur Twitter, sur les corrections actuelles, bah, c'est qu'en fait, ces mêmes personnes-là n'ont pas vraiment compris sur quoi elles investissent, qu'est-ce qu'elles achètent réellement. Voilà. Ensuite, là j'ai un article de Cointelegraph France, le PDG de Bank of America envisage d'entrer sur le marché des stablecoins. Vous voyez, les plus grosses banques du monde aujourd'hui se jettent sur les crypto-monnaies. Et donc le PDG de Bank of America a affirmé que l'innovation technologique, voilà, et le maintien de réseaux d'agences physiques reste au cœur de la stratégie de la banque, donc c'est-à-dire l'humain quand même, malgré tout. C'est bien ça, heureusement, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Ça reste à voir, mais en tout cas c'est sûr, ils veulent innover. Ils ont compris qu'il fallait pas rater le train, quoi. Allez, je continue. Donc, hop, cette fois, j'ai passé aux actualités économiques, hein. Là, je vais un petit peu plus rapidement parce que la vidéo est longue quand même. Donc, je vais essayer
d'accélérer. Donc là, j'ai un article de Les Échos, dette, l'avertissement de l'agence S&P à la France. Donc pour sa première notation de la dette française, depuis l'adoption du budget 2025, l'agence Standard & Poor's maintient la France au rang AA-, mais avec une perspective qui devient négative. Un avertissement pour le gouvernement Bayrou. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est surprenant? Bon, voilà, donc la France va falloir vraiment s'attendre à des turbulences, hein, et avec les clowns qu'on a, on répète, quoi. On a vraiment des pantins, et parce qu'on a des gens qui sont du pouvoir politique, on n'a pas du pouvoir financier, nous, en France. Donc, résultat, on subit toutes les avaries et toutes les tempêtes, on s'est prend en plein dans la tronche. On comprend pas ce qui nous tombe dessus, mais c'est ça. On n'a aucun pouvoir décisionnaire en France, on le voit bien. Quand on a Macron qui est parti voir Trump, il est revenu, il n'a rien gagné. À quoi ça a servi au final? À rien. Voilà, et c'est tout comme ça pour la France. Bien dommage, mais malheureusement, c'est ça. Donc là, notre perspective de la dette, eh bien, s'assombrit, mais c'est pas une surprise, hein. Donc, il va falloir s'attendre à eh bien, des problématiques de plus en plus fortes au niveau économique pour nous, hein, Français, malheureusement. J'aurais bien mieux vous dire l'inverse, mais on n'en est pas là. Malheureusement, la réalité des choses fait que on va en chier, quoi. Allez, prochain article, donc là, de Le Figaro. Donc, droit de douane, Donald Trump annonce taxer prochainement les produits européens à 25%. Donc, l'UE assure qu'elle réagira fermement. Ben voyons, comme si on avait les moyens de réagir fermement. Donc, on voit bien que là, ça y est, Donald Trump, lui, il est sur sa politique protectionniste pour les États-Unis et qu'il va nous en mettre plein la poire, hein, voilà. Donc, on voit bien que là, nous, l'Europe, bah, j'aime pas dire ça, mais si on n'a pas de changement de cap de gouvernail, on va dans le mur, en fait. Tout simplement, on va dans le mur. C'est mathématique, en fait. Donc, et en plus, bah, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est qu'on voit bien qu'on n'a pas changé de gouvernail, puisque là, un article de la tribune.fr, TVA pour les micro-entrepreneurs, la mesure gelée jusqu'au 1er juin. Alors, c'est-à-dire qu'on a eu un premier cas où donc la TVA d'abord avait été pour les micro-entrepreneurs baissée à 25 000 euros pour la franchise de base. Donc avant, je rappelle, c'était entre 80 et 90 000 euros. C'est-à-dire pour être franchisé de base sur la TVA, pas avoir à la déclarer ou à la payer. Pour les micro-entrepreneurs, donc ça avait été abaissé à 25 000, mais en fait, Bayrou, on s'est rendu compte qu'il n'avait même pas lu, qu'il n'avait pas vu cette mesure-là, donc finalement, il a dit, oh non, 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 rétropédalage, et puis au final, là, ils sont en train de la remettre petit à petit, donc je pense qu'au 1er juin, on peut avoir encore une surprise, c'est que finalement, ils vont vraiment nous abaisser la TVA, enfin, le franchise de base de TVA à 25 000 euros. Donc là, on va se retrouver avec vraiment un nombre incalculable de micro-entreprises qui vont fermer parce que ça va provoquer forcément pour certaines micro-entreprises des changements donc, logistiques, même des choses qui n'étaient pas prévues et qui vont dans un contexte en plus morose. Voilà. Donc ça, c'est le genre de mesures qui n'ont qui n'ont aucun sens, parce que ça va encore provoquer des difficultés pour les entreprises qui sont déjà en difficulté. Et ça, et donc on voit vraiment, on est, je sais pas, dans un autre monde pour le pouvoir politique que l'on a qui n'est pas relié au pouvoir financier, quoi. On le voit vraiment, toutes les mesures sont comme ça. Bref. Bon. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas étonnant, du coup, qu'on ait eh bien, une chute de la valeur de l'euro. Et oui, parce que là, vous voyez, avec tout ça, bah, entre les tarifs douaniers, les mesures sur débiles, qu'on voit sur la franchise de base de TVA qui va peut-être passer là en juin, et bien résultat, même sur un jour, on a une chute de la valeur de l'euro par rapport au dollar. Donc ça y est, ça continue, et je pense que ça va continuer logiquement, puisque bah, on n'a rien compris, nous les Européens, on continue de faire n'importe quoi au niveau économique. Et donc sur 10 ans, vous voyez là aussi, on voit qu'on est de plus en plus, on continue à creuser l'écart entre la valeur par rapport à l'euro et le dollar. Bon, et il y a de grandes chances que l'on continue. Bref. Ensuite, hop, je continue avec, bah, comme d'habitude, hein, je vous montre les chiffres sur notamment le CAC 40, comme vous allez voir. Donc le CAC 40, c'est peut-être la seule bonne chose là, pour l'instant qui tient la route par rapport au S&P 500 américain. C'est-à-dire que là, on est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Court terme, hein, je vous dis bien sur le court terme.
par rapport au S&P 500. Donc, vous voyez que là, bon, sur 10 ans, on a pris du retard, hein, le S&P 500. Les Américains nous ont mis un boulevard là, depuis 2010, hein, il me semble, 2010-2011. Non, même plus tard que ça. Vous voyez, la décorrélation a commencé en 2013. Donc depuis 2013, les Américains nous mettent un boulevard, mais de façon plus court-termiste. C'est vrai que la semaine dernière, le S&P 500, le CAC 40 avait surperformé le S&P 500, une bonne chose. Mais bon, vous voyez que le S&P 500 quand même reste très proche. Voilà, la CAC 40, vous voyez, il y a un mois, sur un mois, le CAC 40 a fait un plus 3,27% contre le S&P 500. Oui. Donc pour l'instant, le CAC 40, c'est la seule chose qui tient en France par rapport au reste du monde, quelque part. Et enfin, l'or. Donc comme d'habitude, je clôture sur l'or. Et l'or, ben, lui, reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'on est toujours sur pas loin d'un record. Hein. Vous voyez, on a 88 575 € le kilo d'or 24 carats. C'est-à-dire le kilo d'or pur. Voilà. Et on a eu une petite baisse hein, cette semaine, puisqu'on avait eu un début de semaine, au mardi, on était au-dessus des 90 000 € le kilo. Donc l'or a un tout petit peu baissé. Là, elle a baissé de 2% sur une semaine. Bon. Voilà. Donc vraiment, on est en train de vivre une période très chaud quand même. Entre les opportunités qu'offre la blockchain, la révolution technologique qu'offre la blockchain, et qui sont là, hein, c'est inévitable. On va être aveugle pour ne pas le voir. Et derrière l'aspect géopolitique, guerre Russie-Ukraine, tout ça, enfin, c'est vrai que c'est quand même assez dingue ce qu'on est en train de vivre. Donc après, moi je vous le dis, voilà, en conclusion de cette vidéo, je reste très bullish sur les crypto-monnaies, vraiment sur le moyen, long terme, j'en suis convaincu. Sur le court terme, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, puisque il peut y avoir de la manipulation, donc autant on n'est pas à l'abri que cette semaine, ou dans un mois, ou même 3 mois, eh ben, on est le Bitcoin qui s'effondre à 60 000 ou même en dessous des 50 000, pourquoi pas, avant de remonter après. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir vraiment une stratégie court, moyen, long terme. Je pense aujourd'hui, parce qu'on voit aussi que les cycles passés historiques ne sont plus les mêmes et ne sont plus vraiment respectés aujourd'hui par le Bitcoin, notamment quand on compare avec 2021. Ça, sûrement avec l'arrivée des institutionnels et des capitaux liés aux institutionnels qui commencent aussi, malgré tout, à contrôler de plus en plus le marché crypto, quelque part par les liquidités. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le court terme, je vous avoue, je sais pas. Voilà. Mais moyen, long terme, j'ai jamais été autant bullish, puisque tous les signaux sont vraiment dans le vert, quand on voit même au niveau politique, au niveau financier, au niveau institutionnel, au niveau narratif RW, au niveau narratif IA. Enfin voilà, c'était quand même beaucoup d'éléments. Bon, voilà. Après, c'est à vous de voir votre stratégie qui convient avec votre personnalité, avec vos convictions. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire si vous pensez aussi que c'est toujours le bull run ou autre. En tout cas, moi je pense que oui. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise, ciao, prenez soin de vous.